Nintendo avait frappé fort en réussissant avec brio le passage à la 3D de son personnage phare en 1996. Deuxième sur la liste, Link bien sûr. En 1998 sort The Legend of Zelda Ocarina of Time. Immédiatement culte pour son ambition, ses grands environnements à explorer, l'immersion qu'apporte le placement de sa caméra, ses musiques mélodieuses, la richesse de son gameplay, inaltéré même avec un moteur 3D, et son idée plutôt originale de diviser le jeu en deux époques, ce qui lui donne un second souffle en milieu d'aventure. Moi, c'est sur sa réédition GameCube que je l'ai découvert, et même en 2003, il m'a marqué. Plus que Wind Waker même. Se pourrait-il que l'Ocarina du Temps soit intemporel ? Pas sûr. Vous connaissez la chanson maintenant, dans cette vidéo on va essayer de voir si sans nostalgie, ça vaut encore quelque chose aujourd'hui. Je vais pas réénumérer les qualités que j'ai mentionnées dans l'intro, vous n'êtes pas là pour ça, et il y a déjà des milliers de tests sur YouTube qui ont cet objectif. Intéressons-nous à ce qui va dérouter un joueur qui le découvre ou y retourne 20 ans plus tard. Déjà, au premier coup d'œil, ça va saigner. Et je parle même pas de la beauté des polygones ou de la direction artistique. Je trouve qu'il se défend bien. Non, le problème c'est le framerate. On tourne à 20 images par seconde au lieu de 30. Couplé au flou général dans l'image grâce à la connexion composite de la 64, t'as un jeu compliqué à regarder dans sa version originale pour le joueur non aguerri qui entre-temps a été habitué au RGB de la GameCube, à la HD sur émulateur, ou même aux 30 fps de la version 3DS. Autre chose, c'est peut-être pas dramatique avec ce framerate, mais notez qu'il n'y a pas de caméra déplaçable librement. Ça fait bizarre pour un jeu où justement la caméra suit ton perso. C'est parce que contrairement à Mario 64, les boutons C servent ici à utiliser les objets. Et c'est bien plus naturel que d'utiliser le stick C dans la version GameCube. En contrepartie, tu peux recadrer la caméra très simplement à l'arrière de Link. Et c'est pratique pour mieux te repérer dans l'espace ou simplement pour admirer les décors. Niveau décor, c'est pas trop mal. Par contre, la plaine d'Hyrule, hub central qui relie toutes les zones, est complètement vide. Il n'y a rien à y faire à part la traverser. À l'époque, le sentiment d'immensité qu'elle offrait n'avait jamais été vu dans d'autres jeux. Aujourd'hui, c'est juste une grande zone remplie de rien. Donc inutile d'aller explorer chaque mètre carré en quête de trésors. Vous n'y trouverez que des squelettes qui spawnent en boucle pendant la nuit. D'ailleurs, est-ce que c'est agréable de se battre contre des ennemis dans Ocarina of Time ? Eh ben ça dépend lesquels. Au début, un simple coup d'épée fera l'affaire, mais plus vous avancerez, plus vous devrez intégrer une nouvelle mécanique. L'attente. Une grande partie des ennemis nécessite que tu attendes un certain moment dans leurs animations pour pouvoir les blesser. Autrement, ton épée n'aura aucun effet. Et ça ne se limite pas qu'au chevalier avec un bouclier. Pour l'époque, le fait de pouvoir loquer un ennemi, tourner autour de lui et lui donner des coups d'épée différents en fonction de l'orientation du stick, c'était novateur. Mais aujourd'hui, tu vois bien que donner un coup horizontal ou vertical, ça n'a aucune importance. On n'est pas dans Skyward Sword. On peut même dire que les combats des Zelda 2D précédents étaient plus nerveux et techniques parce qu'ils n'intégraient pas cette notion d'attente. Tout était dans l'équilibre entre esquive et prise de risque dans l'attaque. Dans Ocarina of Time, les combats ne sont pas durs du tout. Ce qui te fera perdre des cœurs, c'est ton impatience, la lassitude, l'envie de ne pas éterniser le combat, de ne pas avoir à attendre davantage les frames de vulnérabilité de l'ennemi. C'est surtout ça qui te fera baisser ta garde. Quiconque s'est habitué au système de combat des jeux modernes trouvera celui de ce Zelda plutôt mou. Forcément, on n'allait pas avoir un Nier Automata en 98 sur 64, mais on n'est pas là pour trouver des excuses. On est là pour juger objectivement un jeu sans le prisme de la nostalgie et du sacré, je vous le rappelle. Et ben malgré tout, je trouve le rythme plutôt bon pour la première moitié de l'aventure. Des phases variées s'enchaînent, on découvre différents environnements pleins de vie, des villages avec des chouettes musiques et des peuples attachants. Je m'y sens bien quand je me balade, j'ai même l'impression d'être assez libre. Pouvoir errer où bon me semble et tomber sur des petits secrets en chemin, c'est ce que j'aime le plus dans ce jeu. Ce que j'aime le moins, c'est quand cette liberté, il me la retire, parce qu'il décide de m'enfermer dans un donjon pour plusieurs heures. Et on en vient au problème de rythme de la seconde moitié de l'aventure. Une fois adulte, c'est déjà moins varié, plus répétitif, et tu vas enchaîner des donjons encore et encore. Je ne comprends pas comment un nouveau joueur pourrait prendre du plaisir avec ces donjons.
Qui finit un donjon de Zelda Ocarina of Time en se disant « Oh, c'est déjà fini! Si seulement il était 2 fois plus grand, avec plus d'ennemis, plus de salles, plus de portes, plus d'énigmes !» Non, personne. Mais comment ça, énigme? Ça c'est une idée reçue. Il y a quasiment aucune énigme dans les donjons d'Ocarina of Time. Seulement une succession de tâches, de corvées. Un ennemi à abattre, un interrupteur à trouver, mais pas de casse-tête intelligent comme on en trouve dans les Zelda récents. Quand tu butes dans un donjon, c'est pas parce qu'une énigme a un level design ingénieux au point de devoir se poser quelques minutes pour l'élucider. Non, c'est plutôt comme dans un Metroid, c'est que t'as pas assez bien fouillé toutes les pièces et qu'un élément t'a échappé. Et on va pas dire que le fouillage, ça soit la mécanique de gameplay la plus fun. Sinon Banjo-Kazooie serait le meilleur jeu du monde. Ajoute à ça que devoir repasser par le menu pour équiper et déséquiper les objets, ça peut vite être assez pénible en dehors de la version 3DS. Surtout pour les bots. Et tu comprendras pourquoi le Temple de l'eau est aussi impopulaire. Parfois j'essaie de m'imaginer quel impact aurait eu Zelda Ocarina of Time s'il ne s'appelait pas Zelda. Si le héros était inconnu, et que le jeu était à la place sorti tel quel, en HD, en 2020 par un autre développeur que Nintendo. Pas sûr que les critiques lui auraient donné plus qu'un 12 sur 20 à notre époque, même en gardant l'OST original. C'est qu'au final, aujourd'hui, on n'y joue pas pour ses qualités intrinsèques, mais pour son impact sur le jeu vidéo, parce qu'il était sorti au bon moment. Il suffit pas qu'un jeu soit bon pour s'amuser dessus. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent rentrer en considération, en fonction d'à quel point l'histoire de l'industrie du jeu vidéo t'intéresse, à quel point t'arrives à mettre les jeux dans leur contexte. Si t'as un regard bienveillant sur le passé, tu vas pardonner des choses que tu pardonnerais pas à un jeu de 2020. Et c'est justement ça qui est intéressant. Si ton objectif c'est un maximum d'amusement avec le jeu vidéo, pourquoi tu privilégierais des jeux moins bons que ce qui se fait aujourd'hui? Qu'il est dur de mettre sa nostalgie de côté pour certains jeux. Et je pense que c'est pour Ocarina of Time que c'est le plus compliqué pour moi. Je peux tout lui pardonner. Mais j'ai essayé de pas tomber dans ce piège. Il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui découvrent le rétro gaming, et leur survendre des classiques, ça peut avoir un effet négatif. Alors oui mon petit Enzo, si tu n'aimes pas Ocarina of Time, tu as le droit de le dire. Aucun jeu n'est intouchable. Dans la prochaine vidéo, ça sera différent. Je parlerai d'un jeu Nintendo 64 qui n'a pas spécialement marqué son époque, on le met pas sur un piédestal, et pourtant, je trouve que c'est peut-être celui qui a le mieux vieilli. En attendant, vous pouvez aller voir ce que je pense de Banjo-Kazooie et de Mario 64. Si vous voulez me soutenir financièrement dans la réalisation de ces vidéos qui demandent beaucoup de boulot, il y a les liens vers mes pages Tipeee et YouTube dans la description, vu que la chaîne n'est pas monétisée. Un grand merci à vous, et à bientôt.